Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de Blossom into Freedom. Aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose d'un peu plus personnel, mais en vous partageant toujours des astuces pour pouvoir vous approprier ce que j'ai appris de mon expérience. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience du burn-out que j'ai fait l'année passée au mois de février-mars. Mais avant de commencer la vidéo, je voudrais remercier les 100 premiers abonnés de la chaîne. Donc merci, 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 merci beaucoup d'avoir cliqué sur ce petit bouton, d'avoir décidé de suivre mon parcours, mes vidéos. Et si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Clique sur le bouton et ne manque aucune vidéo à l'avenir. Cette vidéo va se dérouler en deux parties. Dans la première partie, je vais vous parler de mon expérience et dans la deuxième partie, je vais vous partager les étapes que j'ai suivies pour parvenir à sortir de cet état. Première partie, donc, mon expérience. Donc, comment ça s'est passé? En fait, l'année passée, donc en 2019, j'ai commencé à avoir vraiment des difficultés à trouver de l'énergie, à être concentrée, à être motivée, que ce soit au travail ou dans ma vie privée. Euh, et comment en fait ça a commencé, c'est que j'ai eu de plus en plus de stress, d'anxiété, donc je faisais vraiment de plus en plus de mini crises de panique. Et fin janvier, j'ai commencé à avoir de grandes difficultés à en fait m'endormir. Donc il faut savoir que moi, j'ai toujours eu un rythme où vers 10h, 10h30, 11h maximum, j'allais dormir et je me réveillais à 6h avec mon réveil. Et c'était vraiment mon rythme au travail et que je gardais même parfois le week-end parce que mon corps était habitué. Et jour après jour, en fait, à partir de mi-février, mi-janvier, fin janvier, j'ai commencé à avoir de plus en plus de mal à m'endormir parce que j'étais de plus en plus stressée. Et donc, ça a commencé à se décaler petit à petit pour arriver en février à parfois m'endormir à 3h du matin, 3h30, 4h, tout en ayant à me réveiller à 6h pour aller travailler. Et donc, j'ai accumulé une fatigue énorme qui n'a clairement pas aidé ma situation. Et donc, au moins j'arrivais à dormir, au plus je stressais, au plus je devenais anxieuse et au plus j'avais des idées noires. Évidemment, mon énergie diminuait, mais je me sentais vraiment amorphe, déconnectée en fait de toute sensation, de toute émotion. J'avais un peu l'impression qu'on avait déconnecté la prise et que je vivotais juste et que je survivais juste. Et donc ça a été vraiment une période assez compliquée parce que le mental finalement continue, en tout cas pour moi, continuer à me forcer à devoir aller travailler et devoir continuer en fait. Et ça a continué comme ça tout le mois de février jusqu'au moment où j'ai fini par vraiment manquer de sommeil. Et j'ai eu début mars quelques jours de congé, 2-3 jours de congé, où là, pardon, le chat qui fait des bêtises. Et donc, début mars, j'ai eu quelques jours de congé, 2-3 jours de congé, où, qui ont été, je pense, en fait, une coupure. Parce qu'après, revenir au boulot a été encore plus difficile. Et je me suis retrouvée mi-mars au boulot, devant mon écran, à ne pas savoir me concentrer, ne pas savoir avancer, à faire quoi que ce soit. Et où je me suis retrouvée face à un écran Word et où j'ai commencé à écrire. Et voilà, je me suis en fait écrit une lettre comme si je sortais un petit peu tout ce que j'avais.
Et cette lettre m'a fait extrêmement peur parce qu'elle était extrêmement noire. Et là, je pense que ça m'a fait un certain déclic parce que en voyant ça par écrit, je me suis dit, ah, ça va vraiment pas bien. Donc là, tu peux plus vraiment l'ignorer. Et donc, une chose en entraînant une autre, sous les conseils notamment également de ma famille, j'ai décidé d'aller voir mon médecin et de lui parler un petit peu de ce qui se passait, de mes insomnies qui devenaient de plus en plus graves. En février et en mars, j'en arrivais à ne pas dormir du tout, voire peut-être parfois 1 heure, mais il y avait des nuits où je ne dormais pas du tout. Et donc, voilà, mon médecin, après avoir écouté ce qui se passait, m'a prescrit des somnifères que je devais prendre, pas tous les jours pour pas devenir habituée, mais en tout cas pour couper un petit peu et avoir au moins certaines nuits où je pouvais eh bien, récupérer de l'énergie, parce qu'il fallait absolument casser ce cycle où je perdais en fait du sommeil et donc perdais de l'énergie, de la vitalité. Et m'a mis 2 semaines en off au travail. Ça a été assez difficile parce que donc, quand j'ai discuté avec mon médecin, qu'elle m'a dit qu'elle pensait que c'était une bonne idée de me mettre en off, je sentais que de toute façon j'étais incapable de continuer. Et en même temps, je me suis sentie extrêmement coupable et honteuse. Et donc, je pense que c'est quelque chose que beaucoup vont peut-être ressentir s'ils se trouvent dans cette situation, certainement dans notre société actuelle, où on met beaucoup de pression, on doit toujours être bien, heureux, euh, motivé, on doit aller travailler. Je sais pas, il y a une sorte de pression, ou en tout cas moi je me mets une pression, ça c'est sûr. Et donc je me suis sentie honteuse et coupable par rapport à mes collègues notamment. Mais je n'avais pas le choix, et donc j'ai accepté. Et donc j'ai été 2 semaines en off, et à la fin des 2 semaines, donc le jeudi, j'ai un médecin contrôle qui est venu chez moi. Je n'étais pas là le soir, j'étais chez mes grands-parents. Et donc je devais me présenter chez lui le lendemain, le vendredi 29 mars. Et je n'étais toujours pas bien. À ce moment-là, je ne savais pas encore si le lundi j'allais retourner chez mon médecin ou pas. Tout ce que je savais, c'est que je n'étais pas bien. Et j'étais extrêmement anxieuse à l'idée d'aller voir ce médecin parce que j'ai toujours été quelqu'un qui a du mal à m'exprimer, à exprimer en tout cas ce que je ressens et ce que je vis. Je préfère écouter les gens que m'exprimer. Donc même avec mon médecin à moi, pour lui expliquer ce qui se passait, ça a été extrêmement dur. J'ai dû vraiment me forcer. Et donc l'idée d'expliquer ça à un inconnu, c'était extrêmement stressant. Et donc je me souviens que j'étais dans cette salle d'attente il y avait plein d'autres personnes dans cette salle d'attente, il était en retard, donc enfin, plein de choses qui ont fait que mon anxiété a augmenté. Et je me souviens que j'avais des palpitations, que j'étais déjà en pleurs dans la salle d'attente, je tremblais de stress vraiment. Et quand il m'a reçue, ça a été une expérience extrêmement douloureuse parce que je me suis sentie encore plus humiliée dans sa manière d'être. Il était extrêmement agressif. Sa première question en me voyant pleurer, c'est pourquoi est-ce que tu pleures, ça y est, tu as été larguée. Donc là, je me suis dit, ok, donc il voit une femme devant lui pleurer, et pour lui, le seul raccourci qu'il fait, c'est qu'elle s'est fait euh, laisser tomber par son amoureux, et que ça pourrait être la seule chose dramatique de sa vie. Et il m'a demandé agressivement, oui, donc je ne suppose que tu ne vas pas retourner travailler la semaine prochaine. Et donc là, avec ma honte, ma culpabilité que j'avais déjà, mon anxiété et son agressivité, je lui ai dit si, je vais essayer de retourner. Donc il a fait, voilà, ça s'est terminé. J'ai eu extrêmement dur après sur le chemin de retour. Heureusement que j'ai une famille extrêmement présente pour moi. Mais ça m'a vraiment cassé complètement. Encore aujourd'hui, si j'y pense, si j'en parle, c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement difficile.
Et donc le lundi, je suis... non, pas le lundi, parce que je ne travaille pas le lundi. Le mardi, je suis effectivement retournée travailler dans un état lamentable. J'ai essayé et j'étais clairement incapable d'y arriver. Mais avec le traumatisme que ça a été d'avoir ce médecin contrôle, j'ai en fait du coup pris le reste de la semaine en congé pour ne pas être en maladie et du coup ne pas potentiellement me retrouver face à ça de nouveau. Sauf que même si dans l'emploi que j'occupe j'ai beaucoup de congés, ils ne sont pas non plus extensibles. Ah, Maintenant avec le recul, je ne pense pas que je referai la même chose parce que ce n'est pas correct par rapport à moi-même. Ce n'est pas des congés dont j'avais besoin. J'étais vraiment incapable de travailler. Et ça s'est encore prolongé 2 semaines, une semaine en maladie, et puis une semaine de congé qui était déjà posée à l'avance, que je n'ai pas annulée pour me mettre en maladie, que je me suis... Voilà, dans toute ma honte et ma culpabilité, j'ai gardé en congé. Et puis après, cette semaine de congé-là, avec les somnifères qui me permettaient d'avoir quelques nuits par semaine, j'ai décidé de retourner travailler et d'en tout cas mettre en place des choses pour changer. Avec le recul, je ne sais pas si je suis revenue trop tôt ou pas. En tout cas, j'ai fait avec. Donc voilà en résumé la timeline de mon expérience du burn-out. Outre donc l'aide médicale que j'ai eue, donc via les somnifères, j'ai suivi plusieurs étapes pour pouvoir sortir de cet état que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, il s'agit évidemment des étapes que j'ai suivies. Si vous vous trouvez dans une situation comparable ou si vous pensez être dans une situation comparable, s'il vous plaît, allez voir votre médecin parce que c'est vraiment quelque chose qui demande un accompagnement médical. Ne restez pas tout seul. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est vraiment un moment où il faut pouvoir accepter de demander de l'aide extérieure. Alors, la première étape que j'ai faite, et ça c'était surtout dans les premières semaines, c'était d'accepter les émotions que je vivais et de m'y connecter en fait. Et donc, si j'étais triste, si j'avais envie de pleurer, je laissais les choses sortir. Si j'étais en colère, je laissais les choses sortir. Et vraiment, la première étape a été pour moi de laisser ces émotions être et de m'autoriser à ressentir ce qu'il se passait en moi. Et donc ça, c'est vraiment important parce qu'au plus vous allez essayer de repousser ces émotions, de les faire taire, de les faire rentrer, au plus la situation en fait, va s'aggraver et le jour où elles vont sortir encore plus décuplées. Et donc vraiment la première étape, c'est d'accepter les émotions et de les ressentir. Tout simplement de les ressentir sans jugement et de les vivre. La deuxième étape que j'ai suivie, c'était de m'écouter sans culpabilité. Donc ça, c'était le plus dur pour moi, étant donné que toute cette situation me rendait honteuse et coupable. Finalement, j'avais l'impression d'être coupable de quelque chose de mal. Mais quand je dis s'écouter sans culpabilité, c'est surtout par rapport aux besoins que j'avais. Et donc, pour ma part, ça a été de regarder des séries coréennes toute la journée. Alors, je ne pense pas que je les regardais vraiment, avec le recul, mais c'était la seule chose qui me donnait une toute petite once d'envie. Et donc, je me suis autorisée à ne faire que ça. C'était aussi quelque chose qui me permettait de diminuer l'anxiété. Donc pendant le moment où je regardais un épisode, je me sentais
plus apaisée, plus déconnectée de ce que je vivais moi et plus voilà, en apaisement. Et d'ailleurs, je me souviens de journées et de nuits où je n'arrivais pas à dormir et où dès que l'épisode finissait, je sentais toute l'anxiété qui remontait. Et donc je mettais un deuxième épisode. Donc à long terme, ce n'est pas une solution parce que évidemment c'est une sorte de fuite de ce qui se passe. Mais au début, c'est important quand même de s'écouter. Et donc si vous avez des envies, suivez-les. La troisième étape pour moi, ça a été de me mettre en mouvement lentement. Et donc, non, il ne s'agissait pas de faire des séances de sport, d'aller à la gym ou quoi que ce soit, mais juste de sortir de chez moi, parce que ça c'était déjà une grande étape, de sortir de chez moi et de juste aller me promener. J'avais un petit bois tout près de chez moi, donc soit aller me promener dans le petit bois, soit juste me promener dans le quartier. Donc, je me souviens que j'allais faire des promenades de presque 1 heure où je me baladais juste dans le quartier sans vraiment but. J'ai également près de chez moi un petit parc avec des animaux de ferme et c'est quelque chose qui m'a toujours apporté du bien-être, de l'apaisement et donc j'allais me promener aussi dans ce petit parc. Je restais même là sur un banc couché avec des écouteurs et j'essayais finalement de me ressourcer en étant à l'extérieur, en contact avec la nature et en me mettant en mouvement. La quatrième étape, ça a été de ne pas me couper complètement des autres, mais de choisir les personnes avec qui je passais du temps et de choisir les bonnes personnes. Et donc pour moi, ça a été évidemment ma famille, donc ma mère, ma soeur, mes grands-parents, euh, qui m'ont énormément soutenue et qui sont toujours une source de bien-être pour moi et de bonheur. Et certaines personnes, certaines amies, notamment du travail. Donc vraiment de choisir des personnes qui allaient me soutenir, qui allaient m'apporter du bien-être, du réconfort. Et donc c'est vraiment ne pas se couper complètement et trouver les personnes qui vont être des personnes ressources pour vous. Et finalement, la cinquième étape que j'ai suivie, c'est d'accepter d'avoir besoin d'une aide et donc d'accepter de devoir trouver un psychologue. Et donc ça m'avait été recommandé par mon médecin dès le début. Mais j'ai mis, je pense, une bonne semaine pour commencer à chercher un psychologue. Parce que déjà, comme je vous l'ai dit, c'est que parler de moi et m'ouvrir, c'est quelque chose de très difficile. Et parce que j'avais eu des mauvaises expériences quand j'étais plus jeune. Donc, je n'étais pas vraiment emballée. Donc, j'ai vraiment dû prendre sur moi et me forcer. Mais c'est vraiment la dernière étape que j'ai prise et celle qui m'a finalement le plus aidée et le plus permise de retourner au boulot et de recommencer en fait à vivre tout simplement normalement. Donc c'est une étape qui est essentielle, qui ne peut pas être évitée. Alors pour ceux qui se demanderaient, mais qu'est-ce dans cette situation-là, est-ce que je dois aller voir un psychologue ou est-ce que je dois aller voir un coach? Donc ma réponse à moi en tant que coach, c'est si vous êtes dans une situation comme celle-ci, il faut que vous alliez voir un psychologue. Il vous faut une aide psychologique. Un coach n'est pas habilité, n'est pas armé à vous accompagner là-dessus. Un coach est tourné vers l'avenir, vers le futur, et il est tourné vers l'action. Et dans cette situation-là, vous n'avez pas cette énergie, vous n'êtes pas dans cette énergie. Donc rien ne vous empêche, une fois que vous avez fait le travail psychologique qui vous permet de vous reconstruire et de retrouver finalement un état interne normal, équilibré, à ce moment-là, de faire appel à un coach pour l'impulsion vers le futur, pour l'impulsion vers l'action. Mais dans un premier temps, ce n'est pas un coach qu'il vous faut, c'est un psychologue. Et voilà, en suivant toutes ces étapes, j'ai pu finalement sortir de cet état. Pour vous donner une petite idée du délai, j'ai commencé à me sentir pleinement moi-même et pleinement finalement de nouveau alignée courant octobre. Donc non, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça a continué à être difficile, mais j'ai
en tout cas pu arrêter les insomnies, j'ai pu commencer à travailler sur mon niveau de stress et à retrouver une vie normale petit à petit, même si les coups durs restent présents même encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine, c'est pas quelque chose qui va se résoudre en une seconde. Il s'agit évidemment de mon expérience personnelle. Chacun va avoir des expériences différentes par rapport à ce genre de problématiques. L'important, c'est de bien vous entourer de professionnels qui vont pouvoir vous accompagner et de prendre votre mal en patience aussi et de vous dire que voilà, il est possible d'en sortir euh, avec le temps, avec le travail sur soi et avec l'aide. On arrive à s'en sortir. Donc voilà pour le partage de mon expérience et pour les étapes à suivre pour s'en sortir. La semaine passée, pendant que je préparais la vidéo, je vous ai proposé sur Instagram de me poser les questions que vous aviez en lien avec ce thème. Et j'ai eu une question qui était quand est-ce que tu en as pris réellement conscience? Y a-t-il eu un moment clé? Donc, je l'ai un peu expliqué pendant mon partage d'expérience. Je pense que mon moment clé, ça a vraiment été cette lettre que j'ai écrite pendant que j'étais au boulot, où là j'ai vraiment eu une sorte d'électrochoc. Mais déjà avant, le fait de ne pas savoir dormir du tout, ou en tout cas très très mal, était déjà pour moi un indice clé que ça n'allait pas. Après, je pense qu'il m'a fallu plusieurs mois de travail avec mon psychologue pour pouvoir accepter de mettre le mot burn-out dessus parce que j'en avais honte, principalement. Et donc, voilà, à ce moment-là, donc fin février, mi-mars, euh, j'ai pris conscience qu'il y avait un problème, mais j'ai accepté ce que c'était vraiment beaucoup plus loin dans le temps. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé. J'espère qu'elle vous aura inspiré et qu'elle pourra vous soutenir peut-être si vous vous trouvez dans une période un peu difficile. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et également à me suivre sur mon compte Instagram parce que j'y partage quotidiennement des petites astuces et également je vous propose notamment de me poser des questions ou d'interagir ou d'influencer le contenu qu'il y aura sur la chaîne. Donc voilà, on se retrouve sur Instagram ou ici sur YouTube pour la prochaine vidéo. À très vite!